Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. L'un des premiers livres que j'ai lus quand j'étais enfant s'appelle « Mais je suis un ours » de l'auteur américain Frank Tashlin. Dans cette histoire, un ours voit passer un vol d'oies sauvages qui se dirige vers le sud, c'était un mardi, et regarde les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles. Alors, il se dirige doucement vers une caverne pour hiberner tranquillement pendant l'hiver. Tout à son sommeil, il ne sait pas que dès le mercredi, des humains sont venus pour raser sa forêt et construisent une gigantesque usine juste au-dessus de sa grotte. À son réveil, il se retrouve devant la porte de l'usine et le contremaître le prend pour un ouvrier et le fait travailler dans l'usine, aux côtés d'autres ouvriers anonymes. À chaque fois qu'on lui ordonne de retourner au turbin, il répond benoîtement « Mais je suis un ours !» Et on lui rétorque toujours « Mais non, tu n'es pas un ours, tu es un imbécile mal rasé qui porte un manteau de fourrure. » Je vous rassure, cette histoire, que je lis encore souvent à mes enfants, se termine bien pour l'ours, qui finit par retrouver sa grotte et son calme ancestral. Ce livre a été écrit en 1946 et les questions du climat et de la biodiversité ne se posaient vraiment pas de la même manière. Pourtant, cette même histoire, elle pourrait être racontée par la panthère des neiges d'Asie centrale, la tourterelle des bois d'Europe ou les chimpanzés d'Ouganda. C'est celle de la déforestation, de la destruction d'un écosystème, pour favoriser notre développement, à nous les humains, et l'activité économique. En apparence, la question climatique et l'effondrement de la biodiversité peuvent sembler deux sujets totalement différents. Mais ils partagent quand même des causes communes et certaines solutions qui peuvent être bénéfiques face à ces deux crises. Parce que la crise climatique modifie notre milieu de vie à toutes et tous, humains et non humains, elle rend inhabitable la planète pour des centaines de milliers d'espèces ou risque de la rendre inhabitable. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter l'une des primatologues les plus reconnues d'aujourd'hui qui travaille avec l'une des espèces les plus proches de nous, qu'on appelle parfois nos plus proches cousins, les chimpanzés. Quel est le lien entre la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité ? Que peuvent nous apprendre les grands singes des conséquences de l'activité humaine sur la faune et la flore ? Et comment réussir à agir en même temps pour préserver la biodiversité et limiter les effets du changement climatique ? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Sabrina Krief est vétérinaire et primatologue et professeure au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est spécialiste des grands singes et travaille depuis des années dans la forêt de Sebitoli, dans le parc de Kibale en Ouganda, avec les chimpanzés. Elle est notamment l'autrice de Chimpanzés, mes frères de la forêt, publié chez Actes Sud en 2019. Bonjour Sabrina Krief. Bonjour. Alors vous travaillez depuis une quinzaine d'années dans une forêt en Ouganda à mieux connaître les chimpanzés et leur écosystème. On estime qu'environ 70% de la population des grands singes a disparu pendant les 40 dernières années. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais quand on parle des grands singes, on parle de deux espèces de gorilles, des bonobos, des orang-outans, donc en Afrique et en partie en Asie du Sud-Est. Est-ce que cette destruction progressive de la population des grands singes, vous la constatez sur le terrain ? Oui, alors effectivement, c'est 7 espèces de grands singes parmi environ 500 espèces de primates, dont la nôtre. Rappelons que nous sommes des primates. Et sur le terrain, oui, la destruction de l'habitat, même si je travaille dans un parc national, donc une aire protégée, est visible au quotidien. Visible au quotidien parce que c'est une aire de forêt où les ressources sont importantes, non seulement pour la biodiversité, et donc ce nombre d'espèces animales et végétales important en forêt tropicale, mais également pour les populations locales les plus proches qui ont besoin de ces ressources pour leur vie au quotidien. Et l'endroit où je travaille met en exergue en fait cette rupture qu'on voit souvent entre nature et culture, entre humains et non humains, parce que les parcs nationaux ont exclu de leur sein les populations qui auparavant y vivaient et qui dépendent étroitement de ces ressources. Alors pour leur alimentation, pour leur médecine, pour la construction de leur maison au quotidien. Et donc, malheureusement, cette zone de forêt voit l'impact des activités illégales encore de façon importante aujourd'hui. Oui, mais justement, on penserait que le fait que ce soit un parc qui exclut l'activité humaine, ça rende possible pour les chimpanzés et pour d'autres espèces de prospérer dans une zone protégée. C'est bien ça l'idée, normalement. Oui, alors, dans un sens, oui. Ces aires protégées voient l'activité de rangers, d'éco-gardes, dont nous, en particulier, dans notre projet, on essaye de contribuer à cette préservation. Mais en même temps, comme les populations qui vivent autour sont en développement et l'agriculture, en particulier, est en plein essor,
Petit à petit, toutes les zones forestières qui étaient autour du parc, tous ces petits fragments de ces poches de forêt qui restaient, ont été utilisés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un espèce d'îlot de forêt protégé par les bordures du parc théoriquement. Mais bien sûr, quand on vit juste à côté, qu'on vit dans la misère et qu'il y a possibilité d'aller poser des collets pour récupérer 2-3 petites antilopes par-ci par-là au cours de la semaine, sans qu'il y ait forcément des risques à se faire attraper, la tentation est grande. Et petit à petit, on voit d'autres activités se développer. Donc effectivement, il y a des poses de pièges et il y a des coupes illégales, des collectes de baies, par exemple de poivre sauvage, qui petit à petit vont impacter l'habitat et vont rendre la vie des chimpanzés difficile. Concrètement, on a fait un inventaire des espèces d'arbres que les chimpanzés utilisent pour faire leur nid. Les chimpanzés construisent un nid chaque soir. Ils sont nomades, donc ils changent de site et d'endroit où dormir tous les soirs. Et l'espèce préférée par les chimpanzés et qui permet de construire environ 50% des nids est aussi l'espèce préférée des humains. C'est une ébénacée, donc du bois d'ébène, solide, etc., qui a des bonnes capacités pour la construction des humains, mais aussi celle des chimpanzés. Si on continue, la deuxième espèce et la troisième espèce, en fait, tout ça, ça va représenter en gros 70% des nids de chimpanzés, alors qu'il existe des centaines d'arbres dans la forêt, d'espèces d'arbres. Donc, ils ont vraiment une sélection très fine des espèces d'arbres qu'ils affectionnent. Et c'est peut-être pas anodin que les chimpanzés préfèrent les mêmes espèces d'arbres que les humains. Exactement. Et donc, c'était la question qu'on se posait. Et là, on s'est rendu compte que parmi les 10 espèces préférées, 7 d'entre elles ont des propriétés répulsives contre les moustiques. Donc, potentiellement, quand ils plient les branches, qu'ils écrasent les feuilles en s'asseyant dessus pour se faire un bon nid, ils permettent que se dégagent des composés aromatiques qui ont des propriétés répulsives sur les moustiques. Et les humains affectionnent aussi ces arbres-là. Donc, on voit qu'il y a cet intérêt commun pour des espèces, que ce soit pour des questions de construction ou pour des questions médicinales. Et effectivement, pour pouvoir se procurer ces espèces qui sont des espèces autochtones, indigènes, des espèces d'arbres indigènes, les humains vont rentrer dans ce parc national et puis couper ou écorcer parfois simplement certaines de ces espèces pour s'en procurer du bois, pour s'en procurer des ressources médicinales. Et évidemment, les chimpanzés s'en trouvent endommagés dans leur vie quotidienne, à la fois pour leurs ressources d'habitat et pour leurs ressources alimentaires. Oui, vous parlez de ces plantes médicinales, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, sur la manière dont les chimpanzés utilisent les plantes pour se soigner. Ce qui est intéressant, je trouve, et que c'est ce dont vous parlez sur les essences de bois, c'est que là aussi, ces plantes médicinales, c'est aussi celles qui sont utilisées par les populations locales et qui, du coup, rentrent dans la forêt pour s'en saisir. Exactement. Donc, en fait, je suis vétérinaire, donc la santé des chimpanzés m'intéresse tout particulièrement. Donc, j'ai cherché à comprendre comment, quand ils étaient malades, ils géraient leurs états pathologiques, et j'ai essayé d'observer si ce qu'ils consommaient différait du reste du groupe quand ils étaient malades. Et là, on a pu, en suivant les chimpanzés, mettre à jour des plantes ayant des propriétés particulières, donc notamment contre le paludisme ou encore contre les parasites digestifs, et aussi des propriétés antitumorales. Et effectivement, après, en faisant une étude rétrospective, en essayant de comprendre quelles étaient les propriétés de ces plantes-là, j'ai découvert que beaucoup étaient aussi utilisées en médecine traditionnelle, donc soit très localement, soit plus généralement en Afrique. Donc il y a un recouvrement entre les plantes que les chimpanzés utilisent et celles que les populations, les villageois aussi utilisent autour du parc. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le fait que le parc dans lequel vous travaillez finalement soit devenu une sorte d'îlot et qu'il y a ce sujet donc de cohabitation en fait entre les chimpanzés et les humains. Il y a une route qui traverse ce parc et donc en fait il y a constamment en fait des humains qui traversent cette forêt-là en voiture. Et qui du coup, on imagine, troublent la manière dont vivent les espèces qui, historiquement, vivent dans cette forêt. Alors,
Quand on a commencé à travailler dans cette zone, qui laisse donc une poche de forêt au nord de la route d'environ 15 km², on s'est dit peut-être que les chimpanzés, pour éviter la route et les activités agricoles autour du parc, peut-être qu'ils se concentrent au cœur de la forêt et qu'ils ne fréquentent ni les lisières ni le bord de la route. Et donc on a commencé par faire un travail de géographie avec une étudiante, une doctorante, qui a enregistré donc toutes les occasions de rencontres, les crottes, etc. Donc pour voir comment les chimpanzés se répartissaient. Et en fait, on s'est rendu compte de quasiment l'inverse, c'est-à-dire que les bordures agricoles sont très attractives pour eux et aussi qu'ils affectionnent particulièrement les bords de route pour aller manger les herbes tendres qui poussent le long de la route. Ce bord de route étant entretenu parce qu'il y a des lignes électriques et donc les arbres sont coupés et ils viennent régulièrement manger sous ces lignes électriques. Donc on a aussi filmé toutes les occasions de traversée de route et là on s'est rendu compte qu'effectivement, ils traversaient la route, mais qu'il n'y avait pas qu'eux qui étaient présents sur cette route, les babouins notamment, etc. Et sur la route, on peut compter le nombre de morts. Donc là, on se rend compte que la route, une route nationale qui traverse une aire protégée a un impact fort. Et également qu'il y a une pollution très importante qui est associée à cette route, non seulement de l'air, mais surtout une pollution plastique, puisqu'on trouve plus d'un millier, donc nous aujourd'hui on fait un travail de collecte de ces bouteilles, et on trouve plus d'un millier de bouteilles sur 4 km de route chaque mois. Oui, parce que ça fait partie des sujets sur lesquels vous avez travaillé, c'est la manière dont la pollution générée par les humains, là qu'il s'agisse du plastique, mais qu'il s'agisse aussi des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture, ont un impact sur les grands singes. En fait, donc on a commencé par travailler sur cette question de quels endroits sont fréquentés, puis après on s'est rendu compte de l'effet que pouvait avoir la fréquentation de ces bordures sur les chimpanzés, parce que au fur et à mesure que l'habituation, donc cette proximité avec les chimpanzés s'accentuait, nos jumelles étaient petit à petit remplacées par nos yeux et on se rendait compte que certains chimpanzés avaient des visages bizarres, notamment des malformations, bec de lièvre, malformations au niveau du nez. Et on a commencé à s'interroger sur les causes potentielles de ces malformations. Donc, une des hypothèses était la pollution environnementale, une autre était la consanguinité. Donc, grâce aux études génétiques, on a pu exclure cette hypothèse de consanguinité forte qui aurait pu être due à cet isolement par la route, par les activités agricoles. Et nous est restée l'hypothèse forte de pollution environnementale. Et on a commencé à échantillonner l'eau des rivières, les sédiments, les poissons qui étaient dans les rivières. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette zone recevait beaucoup d'intrants chimiques des zones agricoles voisines. Donc, à l'ouest du territoire des chimpanzés, à l'ouest du parc, il y a des cultures vivrières avec du maïs, des patates douces, des patates, etc. Et donc là, on avait plus d'une quinzaine de polluants collectés à chaque campagne dans l'eau des rivières. Et à l'est du parc, on a des grandes plantations immenses de thé. Et là, l'eau est très chargée en glyphosate. Donc, l'hypothèse, c'est que les chimpanzés, les mères chimpanzés, quand elles sont à la bordure du parc et aussi quand elles vont goûter le maïs que plantent les villageois, exposent leur fœtus à la pollution environnementale et que potentiellement, ça explique les malformations qu'on observe. Ça participe, vous avez parlé de la destruction de l'habitat, ces questions de santé des primates participent aussi à ce risque de disparition des grands singes. Je vous ai déjà entendu dire que si les grands singes disparaissaient, en fait, les humains n'auraient plus beaucoup de temps à vivre sur la planète. Comment vous faites ce lien entre les deux ? En fait, cette étude qu'on a complétée ensuite par une étude des poils des chimpanzés pour montrer que l'organisme des chimpanzés contenait bien cette pollution. Donc, concrètement, on est allé récupérer des poils dans ces fameux nids des chimpanzés qu'on a ensuite analysés comme on le fait pour les cheveux des humains. Et là, on a trouvé plus de 60 pesticides
pour chaque chimpanzé, donc un nombre très important. Et donc le fait que, comme on l'a déjà mentionné, les chimpanzés soient nos plus proches parents, qu'ils aient des malformations faciales, qu'ils soient des sortes d'éponges qui accumulent cette pollution, me semble montrer à quel point ils peuvent jouer un rôle sentinelle et que si eux subissent de plein fouet comme ça cette pollution et ces menaces qui pèsent sur leurs organismes, les humains probablement doivent subir les mêmes effets. Et donc oui, ça devrait nous servir d'alerte et nous faire penser que si eux disparaissent pour ces questions de santé, mais aussi à cause de leur habitat, les risques pour l'espèce humaine sont importants aussi. Parce qu'en fait, les chimpanzés ne vivent qu'en forêt tropicale. Et cette forêt tropicale fait vraiment le lien entre crise de la biodiversité et crise climatique. Donc, au-delà des risques pour la santé et des risques de perte de biodiversité quand on détruit l'habitat, c'est aussi des enjeux climatiques qui sont très forts. Alors justement, vous venez d'en parler, mais est-ce qu'on peut rentrer plus en détail sur ce lien entre la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité ? Là, on en a parlé à travers l'exemple des grands singes, mais donc concrètement, comment ces deux crises se croisent ? Si on prend donc les forêts tropicales comme trait d'union entre ces deux crises, faut se rendre compte que les forêts tropicales sont le refuge, on va dire, de 80% de la biodiversité, mais elles sont aussi un endroit où le carbone est stocké, un puits de carbone en quelque sorte, et à chaque fois qu'on détruit un pan de forêt tropicale, on génère une émission de carbone et donc on contribue à la pollution. Donc, simplement par ce type d'habitat, on se rend compte que disparition de la biodiversité et impact sur le climat sont extrêmement forts. Quand ensuite on a des chiffres, là c'est encore plus flagrant. Donc l'IPBES parlait d'1 million d'espèces végétales et animales menacées dans un futur proche. Et la rapidité de la destruction des forêts tropicales, ça c'est encore plus clair, puisque en fait, ces forêts tropicales disparaissent quasiment à la même vitesse que les populations de grands singes dont on parlait. En 50 ans, l'impact est énorme, et la première cause de disparition de ces forêts tropicales, c'est l'agriculture intensive. Donc notre effet et notre développement impactent directement les forêts tropicales qui, elles-mêmes, sont au cœur des enjeux actuels. Et c'est là où il y a toujours cette difficulté, parce que le débat est le même qu'il s'agisse du climat ou de la biodiversité, c'est celui de dire « Ah, mais oui, en même temps, en Ouganda, on est dans un pays dans lequel il y a un niveau de vie qui est bien moins élevé, évidemment, qu'en Europe ou en France. Et donc, de quel droit on va empêcher des agriculteurs d'avoir un niveau de vie peut-être pas comparable au nôtre, mais en tout cas bien meilleur que celui qu'ils ont aujourd'hui, de se développer, d'avoir de l'activité économique. Évidemment, tout ça a des impacts sur l'environnement, mais c'est aussi assez difficile de tenir les deux bouts d'une certaine manière. C'est là que c'est intéressant, parce que cette agriculture dont on parle, les principaux bénéficiaires ne sont pas les communautés locales ou les gens qui habitent ce pays. Ceux qui font un appel pour ce qu'on appelle les commodités, que sont le soja, le cacao, le café, le maïs, etc., ce sont principalement les pays occidentaux. Et donc cette déforestation, alors c'est à la fois une très mauvaise nouvelle et aussi une bonne nouvelle, elle est causée par nous, par nous-mêmes. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si on régule cette demande et qu'on essaye de la rendre plus juste et plus durable, on pourra aussi avoir un impact à la fois sur la biodiversité et sur le climat. Donc il y a une stratégie nationale qui a été proposée de lutte contre la déforestation importée, c'est-à-dire essayer de réduire notre importation de produits qui contribuent à la déforestation, avec une liste
liste des principaux produits qui y contribuent. Oui, ça c'est un sujet dont on parle souvent sur l'huile de palme, notamment sur les pâtes à tartiner de type Nutella, etc., qui contiennent beaucoup d'huile de palme. Alors là, on parle plutôt de l'Asie du Sud-Est que de l'Afrique centrale, mais c'est un peu cette logique-là. Voilà, exactement. Donc, parmi les premiers produits, donc il y a le soja qui, lui, concerne plus l'Amérique, où il n'y a pas de grands singes, mais qui est quand même un endroit où la forêt tropicale est à la fois la plus vaste, mais aussi la plus en danger. C'est 50% de la forêt tropicale se trouve dans le bassin amazonien. Le deuxième produit très importé, c'est l'huile de palme. Puis ensuite, on a le maïs, le café, le cacao, etc. Donc, on voit que certains de ces produits peuvent être cultivés en Europe, mais si on parle du café, du coton, du cacao, ou encore, si on va plus loin, comme en Ouganda, du thé, ce sont des produits qui sont sur notre table de petit déjeuner et qui sont cultivés exclusivement dans ces pays aux dépens de la forêt tropicale. Donc là, on a vraiment un moyen d'agir en essayant de tracer les produits qui rentrent dans nos pays et de favoriser ceux qui sont produits durablement sans contribuer de nouveau à la déforestation. Si on prend le cas de l'Ouganda, donc comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des aires protégées, mais il y a pratiquement plus de forêt à détruire puisque tous les petits fragments qui restaient ont déjà été coupés. Donc on peut favoriser les producteurs et les endroits du monde où l'agriculture est présente et pratiquée de façon durable, si possible de type biologique, et également favorisant le développement donc de type commerce équitable, avec des enjeux en termes d'éducation, de s'assurer que les enfants des producteurs peuvent aller à l'école, de santé, puisqu'il y a des dispensaires qui sont présents, et d'accessibilité aux ressources, donc avec parfois même des transports qui sont organisés pour pouvoir emmener soit les enfants à l'école, soit les familles au dispensaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, là, on est dans une logique qui ne profite à personne, c'est-à-dire, ou en tout cas à une toute petite minorité peut-être, c'est-à-dire ni les humains qui vivent aux abords du parc dans lequel vous travaillez, ni les grands singes, ni la forêt elle-même, c'est-à-dire qu'on détruit l'écosystème au sens large. Il y a une approche dont vous parlez qui s'appelle l'approche une seule santé, qui consiste à dire il faut qu'on réfléchisse en même temps à ce qui est bien pour les humains, ce qui est bien pour les espèces qui vivent là et ce qui est bien pour la forêt. C'est un peu de cette manière-là que vous voyez les choses. Oui, donc on a déjà un petit peu parlé du lien qu'il y a entre la santé humaine et la santé animale. Il y a par exemple ces ressources médicinales. Mais ce qui est très important, c'est de faire le lien avec l'écologie dans le sens santé de l'écosystème. La santé d'un écosystème, c'est un écosystème qui fonctionne bien. Et pour qu'il fonctionne bien, il faut que ces différents acteurs puissent fonctionner ensemble, une sorte de synergie. Et on sait très bien que quand on enlève un ou plusieurs maillons, cet écosystème ne fonctionne plus. Et quand la pollution, par exemple, vient soit toucher une espèce qui peut être une espèce clé, parapluie, etc., comme sont les grands singes, c'est l'ensemble de l'écosystème qui peut s'effondrer. Et bien sûr, on sait que si la pollution touche les grands singes, elle touche aussi les abeilles. Donc concrètement sur le terrain, un petit exemple qui est assez parlant est que dans ce parc, en fait, vivent des chimpanzés, mais vivent aussi des babouins et des éléphants. Ces trois espèces aiment particulièrement le maïs que les villageois cultivent aux abords du parc. Et donc, toutes sortent du parc pour aller s'empiffrer de maïs, créant des dommages considérables et en plus faisant courir des risques pour la santé humaine des villageois. Donc, en fait, une des solutions est de placer des clôtures de ruches. Parce que les éléphants craignent les abeilles, les piqûres d'abeilles, dans tous leurs endroits où la peau est fine, donc entre les jambes, autour de la trompe, etc. Et donc, on place des ruches qui sont suspendues et reliées entre elles par des câbles. Et quand les éléphants essayent de sortir de la forêt pour entrer dans le champ, ils touchent les ruches et les abeilles attaquent. Seulement, ces champs qui sont censés être protégés sont des champs de maïs. Et on s'est rendu compte que le maïs qui est cultivé est du maïs enrobé à l'imidaclopride.
cyprine, donc un des fameux néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que nos clôtures de ruches, quand on les plaçait à certains endroits, avaient beaucoup de mal à fonctionner et à se mettre en place, simplement parce que les colonies d'abeilles étaient faibles, affaiblies, puis finalement mouraient, et que petit à petit, on n'avait plus qu'une ruche sur deux qui était active, et puis aujourd'hui, on n'a même plus qu'une ou deux ruches sur 50 qu'a cette clôture. Et donc là, on se rend compte à quel point simplement à cause d'une semence enrobée, plus rien ne fonctionne. C'est-à-dire que les éléphants continuent à manger le maïs, du coup se retrouvent exposés à la pollution. Les humains sont dans une pauvreté encore plus extrême parce que leur champ est toujours détruit, mais en plus ils ont investi dans une clôture de ruche en espérant aussi avoir du miel, et là il n'y a pas de miel. Et donc un conflit qui est encore exacerbé entre protecteurs de la biodiversité que sont les agences qui ont créé le parc et qui essayent de protéger la faune sauvage, et puis ces populations humaines qui ont toujours l'impression qu'on fait tout contre eux et qu'on protège les animaux emblématiques aux dépens de leur vie à eux. Et donc ça met vraiment le doigt sur l'importance de concilier conservation et développement, et de ne pas faire de frontières. Le développement économique des humains est indispensable pour la préservation de la biodiversité. C'est aussi les débats qu'on voit bien évidemment sur la question climatique. Et il y a un projet qui en ce moment fait beaucoup parler sur l'Ouganda, c'est le projet ICOP, qui est donc un projet mené par Total Energy en Ouganda, et qui ensuite sera un oléoduc qui va traverser l'Ouganda et une partie de la Tanzanie. Donc là aussi, il y a évidemment un débat pour dire est-ce qu'il faut continuer à exploiter des énergies fossiles, mais aussi le fait de le faire dans des zones qui peuvent être des zones protégées. Alors ça passe pas directement près de la forêt dans laquelle vous travaillez, mais quand même pas très très loin. Est-ce que ce type de projet, ça a un impact aussi en termes de biodiversité ? Oui, bien sûr, parce que donc on a là concentré notre discussion autour des aires protégées, mais la plupart de la biodiversité vit en dehors des aires protégées, et les chimpanzés et les éléphants, notamment en Ouganda. Et encore une fois, on prend ces espèces-là comme espèces parapluies, en se disant que quand on attire l'attention sur ces espèces, on attire l'attention sur l'ensemble de l'écosystème, et que ce sont des milliers d'espèces qui disparaissent quand les chimpanzés ou les éléphants disparaissent. Et donc la zone où passe l'oléoduc est une zone où vivent chimpanzés et éléphants en dehors des aires protégées. L'exploitation est faite au sein d'une aire protégée, dans le parc de Murchison Falls. Donc il y a déjà un impact direct sur cette zone protégée. Et ensuite, il y a la question du développement et de la vie des communautés humaines qui ont été donc aussi déplacées pour le passage de cet oléoduc, et qui ont aussi un ressentiment vis-à-vis de ça. Cependant, localement, sur ces histoires de développement, le ressenti est différent. Donc j'ai une équipe d'une cinquantaine d'Ougandais qui travaillent à notre station de recherche et qui travaillent autour de la zone du parc pour essayer de résoudre ce conflit humain-non humain. Et que ce soit pour la question de la route qui traverse le parc ou encore pour l'exploitation pétrolière, leur ressenti est différent. Et pour eux, c'est une source d'espoir et une source de développement. Et on s'entend dire régulièrement comment pouvez-vous prétendre protéger encore une fois la faune sauvage, alors que pour nous, c'est une question d'avenir, et que peut-être on va pouvoir avoir de meilleures infrastructures et accès à une énergie moins chère. Alors, bien sûr, tout est aussi une question de gouvernance, et savoir à quel point le développement d'un tel projet va vraiment avoir des répercussions sur les habitants du pays. Mais c'est pas si simple de concilier à la fois développement et préservation sans monter les uns contre les autres, les gens qui ont besoin de ces infrastructures et ceux qui protègent la biodiversité et le climat.
Alors, vous avez parlé un peu de ce qu'on peut faire, nous, dans nos choix d'achat, nos choix de consommateurs. Et en fait, ça fait référence à un projet que vous accompagnez depuis plusieurs années, justement autour de la production de thé, près du parc dans lequel vous travaillez avec les grands singes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est la promotion d'autres pratiques agricoles pour produire du thé autrement? Oui, voilà. Donc aujourd'hui, le paysage autour du parc, c'est surtout un paysage de monoculture. Alors des monocultures avec des surfaces plus ou moins grandes, hein, mais par exemple le thé, c'est des collines couvertes de thé à perte de vue. Et il existe un modèle de production autre de thé dans lequel il peut y avoir des arbres qui peuvent être des arbres indigènes, autochtones, donc ceux dont on parlait, qui, au lieu d'être coupés en forêt, pourraient être plantés, intercalés, donc en modèle agroforesterie, avec donc une réduction des intrants chimiques et surtout des meilleurs revenus qui sont donnés aux travailleurs qui sont sur ces parcelles et qui, de fait, ayant de meilleurs revenus, n'auraient plus besoin d'aller poser des pièges dans la forêt qui impactent la faune, puisqu'ils pourraient alors aller s'acheter des poulets au village. Il faut savoir qu'il y a plein de victimes collatérales de ces pièges qui sont théoriquement destinés que aux petites antilopes, mais les chimpanzés, on a 30% des chimpanzés qui ont des pieds et des bras en moins et une grande proportion aussi d'éléphants qui ont leur trompe coupée. Donc des douleurs atroces, évidemment, pour ces espèces. Donc notre projet, c'est de créer d'abord autour du parc une sorte de zone tampon où serait produit le thé, mais aussi les cultures vivrières de façon biologique, avec, si possible, une approche commerce équitable, donc dans un délai de temps qui ne soit pas trop long, parce que là aussi c'est urgent. Et donc notre travail en tant que chercheur, c'est de faire un suivi des effets de ces pratiques. En fait, ce à quoi vous aspirez, c'est que ce type de projet-là, d'une certaine manière, puisse se multiplier pour avoir un meilleur équilibre, ce dont vous parliez, un meilleur équilibre entre un développement économique qui profite aux populations locales et une capacité de préservation des enjeux de biodiversité. Exactement. Et un autre levier, c'est de réduire les intermédiaires. Donc aujourd'hui, le système actuel des grandes sociétés de thé qui sont présentes autour du parc, c'est donc des employés qui travaillent quasiment jour et nuit, qui sont payés 1 euro par jour pour récolter des centaines de kilos de thé par jour. Ce thé est vendu aux enchères à Mombasa et ensuite, c'est un thé qui n'est pas de qualité exceptionnelle. Donc ensuite, il est aromatisé et vendu en infusette avec des arômes, fruits rouges, etc. Donc depuis qu'on a commencé ce projet, on a essayé de transformer les recettes. Donc aujourd'hui, on a mis en place une recette de thé noir orthodoxe avec des feuilles entières, donc de très bonne qualité, qu'on a proposé à plusieurs sociétés de thé ici en France, qui l'ont mise en vente et qui nous ont dit que les qualités organoleptiques de ce thé étaient exceptionnelles, avec donc un potentiel donc de revenus pour les petits producteurs et ensuite, on l'espère, pour les grandes sociétés, très important puisqu'on réduit en plus énormément les intermédiaires. Ça part directement du producteur jusqu'à la société en France. Et donc, par ce biais-là, on peut, nous, en tant que consommateurs, tenter de choisir des produits qui seront donc sur notre table du petit déjeuner, à savoir du café, du thé, mais aussi de la canne à sucre, qu'on puisse tracer et qu'on puisse savoir comme contribuant au bon développement économique des populations locales et à la préservation de la biodiversité. Donc on travaille aussi à la mise en place de labels wildlife friendly, donc chimpanzee friendly, elephant friendly, où là on aurait des indicateurs qui nous confirment de façon simple et vraiment lisible l'impact de notre consommation directe sur la biodiversité et évidemment sur le climat, puisque les forêts sont aussi protégées de cette façon-là. Alors, je vois bien ce que vous voulez dire quand vous parlez d'efforts individuels, de ce que chacune peut faire, notamment dans ses pratiques de consommation. Mais quand on regarde à un niveau plus global, quelles sont les actions qu'on peut mener pour protéger les grands singes? Et puis, surtout, quelles sont les actions qui marchent? C'est quoi les leviers efficaces? On parlait tout à l'heure de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qui encourage à ne pas importer de produits qui contribuent à la déforestation. Si déjà ces stratégies se
voulait contraignante et qu'effectivement, au niveau de la France, mais surtout au niveau de l'Europe, parce que la France seule ne peut rien faire, puis ensuite, au niveau des autres pays, se mettent en marche pour vraiment signer des mesures contraignantes, là, on pourrait avoir un effet. Et ça va évidemment de pair en améliorant la traçabilité de l'ensemble des produits, en évitant les mélanges, etc. Et également en faisant en sorte que quand une société est vertueuse, ce soit l'ensemble de ses produits et pas juste 10% qui ensuite permettent de valoriser l'ensemble de la société. Il faut que tous les produits soient vertueux de façon durable. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a souvent l'idée sur ce type de sujet que c'est pas vraiment notre problème, c'est-à-dire tout ça est très grave, mais en fait c'est loin et quelque part c'est la responsabilité de l'Ouganda de faire en sorte qu'on détruise pas les forêts. Voilà, ce que vous dites, c'est en fait la raison de cette destruction de l'habitat et toutes les conséquences qu'il y a sur le climat et la biodiversité. En fait, nous, on peut avoir un impact direct dessus et donc ça veut dire qu'il y a aussi besoin de politiques publiques en France, en Europe et probablement dans d'autres pays développés pour avoir un impact sur ce qui se passe là-bas. Oui, et puis il faut que le consommateur puisse se repérer dans tous ces labyrinthes. Moi, j'ai l'impression que ces dernières années, on a vraiment progressé. C'est-à-dire que quand je vais faire mes courses aujourd'hui, je peux choisir entre un kiwi qui vient de Nouvelle-Zélande ou un kiwi français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vraiment dans ce sens-là, de pouvoir identifier l'origine. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi une motivation des consommateurs à devenir acteurs de ce qui se passe plus loin. Et oui, on a envie de protéger nos producteurs français, mais on ne consomme pas que des produits français. Il ne faut pas forcément boycotter, parce que sinon, ces producteurs qui font des bonnes choses loin de chez nous, ils ne pourront pas continuer à produire de façon équitable et durable. Donc, il faut qu'on puisse se repérer dans la jungle des labels et vraiment comprendre. Donc, la base, c'est l'éducation auprès des enfants dans les écoles, l'éducation par les médias comme vous le faites. Nous, en tant que chercheurs, on a un rôle de diffusion auprès du grand public et pas uniquement auprès de nos pairs, et de faire en sorte que cette compréhension, elle s'applique à la recherche de façon plus large et qu'on puisse garantir aux consommateurs et aux citoyens que c'est pas juste du greenwashing et des beaux mots, que nous, on est là pour faire le suivi scientifiquement sur le terrain de l'effet que ça va avoir. Et j'espère que dans 10 ans, je serai capable de vous dire j'ai repris des poils dans les nids des chimpanzés et on est passé de 60 polluants à, allez, soyez optimistes, 10 polluants avec des concentrations moindres. Et je sais que c'est grâce à l'agriculture, à cette zone tampon qu'on a mis en place autour, durable, bio et équitable, qu'on a pu avoir cet effet-là. Et évidemment, il faudrait ne pas attendre 10 ans, il faudrait faire ça beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre en route tout de suite. Il ne faut pas attendre parce que là, le rythme de déforestation est effréné. Il y a un autre sujet qui est connexe à celui-là et qui est souvent assez discuté, c'est la question du tourisme de nous, c'est-à-dire des habitants de pays occidentaux qui viennent visiter des grands parcs, qui veulent voir des grands singes, qui veulent voir des éléphants, qui veulent voir, etc. Et donc, souvent, l'idée de l'écotourisme ou d'avoir un tourisme qui soit plus respectueux de l'environnement est avancé par les autorités locales en disant, on va pouvoir le faire d'une manière qui est correcte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une voie qui est intelligente à creuser, ou bien est-ce qu'elle comporte aussi des risques justement parce que ça va susciter beaucoup de déplacements, donc des émissions de gaz à effet de serre, ou bien une activité économique qui sera complètement liée uniquement au tourisme et qui donc risque de verrouiller les populations là-dedans? Alors, si je prends juste les chiffres, la seule population de grands singes qui est en augmentation aujourd'hui, c'est la population de gorilles de montagne. Alors, ils sont partis d'un niveau très bas, quelques centaines d'individus, mais on a une vraie préservation qui est uniquement due à l'écotourisme, au tourisme responsable dans cette zone qui se trouve être une zone entre l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, une zone où il y a aussi beaucoup d'instabilité politique et de guerre civile.
Et le développement autour de cette zone-là, tant en termes donc, d'infrastructures routières, de restaurants et de lodges pour permettre aux touristes de venir, a fait que l'ensemble des villageois et des citoyens de cette zone-là se sont mobilisés pour arrêter le braconnage et pour pouvoir participer à cette préservation des gorilles, avec une répercussion importante sur l'ensemble des autres parcs, puisque les bénéfices qui sont générés par les gorilles sont partagés avec les communautés locales des autres parcs nationaux en Ouganda, par exemple. Et donc une espèce qui est devenue emblématique du développement économique de l'Ouganda notamment. Donc pour cette partie-là du tourisme au grand singe, moi je vois surtout des effets positifs pour la population de gorilles, pour les populations qui vivent autour également. Par contre, ça a été fait et ça a été rendu possible parce que les gorilles de montagne sont assez particuliers. À l'inverse des chimpanzés, ils bougent assez peu, ils sont gros, on les voit bien, ils sont terrestres. Donc, c'est facile de faire un tourisme qui soit relativement bien régulé, puisque en passant 1 heure avec eux, on est satisfait, on voit des moments magiques, enfin, ils sont majestueux. Donc, c'est très valorisable et les touristes ont quasiment 100% de chances de les voir. C'est pas du tout faisable avec toutes les espèces animales. Alors, dans les messages que vous envoyez, il y a bien sûr de l'optimisme, vous en avez parlé, mais il y a aussi des chiffres qui sont assez effrayants sur la destruction de la population de grands singes, sur les impacts que ça peut avoir sur les humains, sur l'habitat. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne de l'espoir ? Ce qui me donne de l'espoir, c'est la capacité d'adaptation à la fois des chimpanzés, qui, par exemple, sont capables de s'adapter au changement de comportement des humains. Donc, quand les humains font du gardiennage le jour, ils deviennent nocturnes, ou encore cette capacité d'apprendre à traverser la route, etc. Donc il y a une forte résilience donc, des grands singes, mais de façon générale des espèces animales, y compris de la forêt. Parce qu'une forêt en régénération est encore un meilleur puits de carbone qu'une forêt mature et ancienne. Et la forêt se régénère très vite avec des phases de transition, etc. Donc si on laisse à ces espaces le moyen de se régénérer, les bénéfices pourront être relativement rapides. Alors avant de vous laisser repartir en Ouganda, j'aimerais savoir comment vous vivez ces questions à un niveau plus personnel. Quand on travaille sur ces questions-là, j'imagine par exemple qu'on prend beaucoup l'avion. Est-ce que ça vous pose question en disant du coup à la fois je veux défendre un certain nombre de choses et puis du coup je me retrouve à émettre beaucoup de CO2 parce que je fais des allers-retours en avion. Comment vous gérez ça ? Alors je ne prends pas l'avion si souvent que ça puisque j'y vais 2 fois par an et j'essaye de maximiser mon temps sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour quand je suis sur le terrain où je ne vais pas en forêt, où je me lève pas à 4h30 du matin. Et puis aujourd'hui, grâce au développement des visioconférences, on a réduit aussi notre nombre de déplacements justement pour participer à des congrès, colloques, etc. Donc on réfléchit aussi en tant que chercheur à réduire notre impact. Est-ce que il y a des choses que vous avez changé ces dernières années dans votre mode de vie en vous disant il faut que je sois plus aligné avec mon travail ? Est-ce qu'il y a eu des changements significatifs par exemple ? Oui, déjà, ces modes de transport. Ensuite, dans les modes d'alimentation, la réduction drastique des produits qui contribuent à la déforestation. Donc, en particulier, la consommation d'animaux qui sont nourris par des produits qui viennent de loin. Donc, principalement la viande de bœuf. Et donc, essayer de favoriser une agriculture donc à la fois animale, mais aussi végétale, locale, qui réduise ces cycles de transport, etc. Et également essayer de faire en sorte de limiter tous les aliments transformés, donc revenir vraiment aux produits de base, cuisiner soi-même avec des choses un peu plus simples, sans pour autant complètement mettre de côté les produits qui viennent de loin, à condition qu'on sache où ils sont produits, par qui, et être sûr que les meilleurs modes de consommation sont valorisés. Est-ce que il y a un comportement qui vous semble maintenant totalement inacceptable, quelque chose dont vous vous dites « Ah mais ça vraiment, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, ça me devient insupportable », quoi. Un truc où vous dites « ça devrait plus être possible ».
Alors, dans les comportements, en fait, oui, il y a plein de choses qui, au quotidien, me font bondir, mais surtout, il y a des choses, enfin, ce qui m'irrite le plus, c'est le fait qu'on soit toujours obligé, de passer, par exemple, par l'achat de produits suremballés et où on n'arrive pas nous-mêmes, même en essayant, de valoriser le vrac et cetera, à avoir un impact et donc ça m'agace parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix et de me retrouver avec, toujours, plus de plastique dans dans ma poubelle. Et donc, cette dépendance au plastique, ça m'hérisse. En ce moment, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont commencé à participer à des manifestations, parfois des formes de désobéissance civile. Il y a aussi un certain nombre d'activistes qui ont fait des actions très visibles. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous seriez prête à faire en disant, voilà, si on veut construire une nouvelle route qui traverse le parc dans lequel vous travaillez, est-ce que vous pourriez vous enchaîner au tractopelle ou est-ce que vous pensez que c'est pas un bon mode d'action ? Je pense que c'est vraiment très utile, que, chacun, trouve son moyen d'expression. Je pense qu'on peut être amené à des situations, comme ça quand ça nous touche émotionnellement. Je ne sais pas ce que je serais prête à faire, si effectivement on menaçait de raser, la forêt, où je connais maintenant les 100 chimpanzés qui vivent et où vraiment je connais leur personnalité, leur individualité. Et c'est ça aussi que j'aimerais qu'ils progressent, hein, c'est de se rendre compte que les animaux ne sont pas interchangeables, que ce soit les animaux domestiques, nos chiens, nos chats. Oui, ils ont des personnalités, mais les animaux domestiques cultivés pour notre alimentation aussi et les animaux sauvages aussi. Donc se rendre compte qu'on ne peut pas remplacer 100 chimpanzés en protégeant un autre bout de forêt. Ils ont des cultures, ce sont des individus avec leur personnalité. Pour les arbres, c'est pareil. C'est des habitats tout à fait particuliers et la compensation ne pourra jamais remplacer la préservation. Merci Sabrina Krief. Merci. Je dois bien le reconnaître. Je ne connaissais pas grand-chose au grand singe avant de travailler sur cet épisode avec Sabrina Krief. Quand on réfléchit aux questions d'énergie et de climat, on considère souvent que l'effondrement de la biodiversité, c'est un truc très important, mais au fond, c'est un autre problème, on le réglera plus tard, et c'est surtout des histoires de petits oiseaux jolis et de hiboux bien garnis. Et je dois dire que cet épisode m'a beaucoup appris et m'a fait bouger sur un certain nombre de points. Le premier, c'est de comprendre que ce qui est détruit, c'est détruit. Quand on coupe une forêt, quand on réduit l'espace de vie de certaines espèces, on ne peut plus revenir en arrière facilement. On ne peut pas remplacer 100 chimpanzés par 100 autres chimpanzés, sauf si on veut un monde aseptisé qui ressemble à un zoo géant où tout serait sous contrôle aigu des humains. Il n'y a pas de compensation possible quand on détruit un habitat. Il disparaît. Voilà. Et quand je dis ça, ça me fait forcément réfléchir, je trouve que c'est assez vertigineux sur l'impact collectif qu'on a. Le deuxième élément, c'est la question de la déforestation. Bien sûr, je savais que quand on coupe des arbres, on se coupe d'une des manières les plus efficaces de stocker du carbone. Et bien sûr qu'on détruit des habitats. Mais ce que raconte bien Sabrina Krief, c'est qu'on coupe les arbres pour pratiquer une agriculture intensive, qui va utiliser beaucoup de pesticides, pour faire ensuite pousser des produits qu'on va exporter vers l'Europe ou les États-Unis par exemple. En fait, cette déforestation, elle est néfaste pour le climat et la biodiversité, mais elle n'a pas véritablement d'impact favorable sur les populations locales, comme on pourrait le penser. Ce qui m'amène au troisième point, peut-être le plus important. Sabrina Krief, elle insiste sur l'impact qu'on peut avoir en choisissant bien ses produits de consommation pour prendre son petit déjeuner. Et je comprends pourquoi elle parle de ça. Ça permet à chacun, à chacune de se dire « je peux faire quelque chose à mon niveau ». Mais je dois dire que sur ce point, je ne pense pas que ce soit suffisant. Pas seulement parce que moi, je préfère manger des aubergines marinées au petit-déj que de la pâte à tartiner industrielle, mais surtout parce que les leviers massifs pour faire cesser la déforestation, ça relève de politiques publiques, et notamment dans des pays développés, comme la France, comme les autres pays européens. Comment imposer des mesures pour éviter cette déforestation importée, dont parle bien Sabrina Krief ? Comment orienter l'aide au développement pour qu'elle permette aux gens d'avoir une vie de qualité, sans détruire leur environnement et sans émettre plus de carbone ? Malgré tout, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il est possible d'agir à la fois pour préserver la biodiversité et limiter les effets du changement climatique. Ça peut être un cercle vertueux. En fait, les bénéfices sont réels pour faire face en même temps à ces deux crises existentielles, pour améliorer la qualité de vie sur cette planète, la nôtre, et comme on n'en a pas d'autre, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Une dernière chose,
Cet échange autour des grands singes, ça me fait réfléchir sur comment creuser plus encore dans Chaleur humaine ces liens entre biodiversité et bataille pour le climat. Sur les liens finalement entre les humains, nous, et les non-humains, les autres habitants de la même planète que nous, dans de futurs épisodes. Et là aussi, je suis preneur de vos avis et de vos questions sur le sujet. C'était Chaleur humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Florentin Baume, merci à lui, et la musique originale est toujours celle d'Amandine Robillard. Merci infiniment à ma collègue Perrine Moutarde pour son aide et ses conseils précieux sur la biodiversité pour préparer cet épisode. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, vos critiques, vos suggestions et pourquoi pas du confit de potiron aux châtaignes, c'est la saison, sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention, même si là, je dois bien admettre que j'ai 153 mails de retard, mais j'espère bien remonter cette pente un jour. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Elle est envoyée tous les mardis à midi et je réponds à chaque fois à l'une de vos nombreuses questions sur la transition. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles ou des commentaires si cet épisode vous a plu. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer ensemble nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.